Ok. Bonjour, bonjour à tous. Bon, je vois que les membres du jury sont déjà là pour écouter Madame Marie-Hélène Philippot qui a à nous faire une présentation de son mémoire. Le sujet étant la lutte contre la corruption administrative au regard de la législation haïtienne. C'est le cas de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. D'accord. Une instance bien connue dans la législation et dans le paysage haïtien. Donc, Madame Yolène Philippot a 10 minutes pour présenter son travail. 10 minutes pour présenter son travail. Après coup, je passerai la parole à son rapporteur, qui est le docteur Ousnik Panier, et ensuite son directeur de mémoire prendra la parole pour faire les remarques qu'il souhaite faire. D'accord? Alors, Marie-Hélène, tu as la parole pour 10 minutes. Monsieur le Président, honorables membres du jury, Mesdames, Messieurs les responsables de l'IUS, Dr Ismaël Monefatiga Bancadouer, amis collègues, membres de ma famille en présentiel et en ligne, salutations à vous tous et à vous toutes. Merci d'avoir été à mes côtés tout le long de ce parcours et aujourd'hui encore, vous me faites l'honneur de votre présence. Errata. Avant de présenter mon travail, chers membres du jury, prière de considérer certaines corrections apportées à la première version de mon travail. Elles sont les suivantes. Au résumé, premier paragraphe, défi majeur en lieu et place de défaut majeur. Page 9, paragraphe 1, développement en lieu et place de détournement. Page 12, titre 3, paragraphe 2, deuxième ligne, L' en lieu et place de CO. Honorable membre du jury, l'étude se porte sur la lutte contre la corruption administrative au regard de la législation haïtienne, cadre de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Pour comprendre l'exposé de ce travail, nous allons suivre le cheminement suivant. Introduction, questions de recherche, hypothèses, objectifs, revue de littérature, méthodologie, présentation et analyse des résultats, conclusion. Mesdames, Messieurs, la corruption depuis sa genèse était toujours perçue comme un fléau et aussi un défaut de taille pour toutes les institutions qui veulent la combattre. Même Haïti n'est pas épargné malgré la présence de certaines institutions de contrôle comme l'ULCC, l'UCREF, le Parlement, l'IGF, et la CSCCA. Ces dernières font face à un défi majeur lié à un déficit de transparence dans la gestion publique qui freine le développement socio-économique et nourrit la méfiance tant chez les citoyens que chez les partenaires internationaux. Dans cette perspective, nous sommes intéressés à porter notre étude sur la lutte contre la corruption administrative au regard de la législation haïtienne, car de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif comme instance de contrôle. Certains faits ont été constatés comme déficit de transparence dans la gestion publique, l'absence de campagnes efficaces de prévention, manque de campagnes de sensibilisation contre la corruption, la méconnaissance des lois et mécanismes par les citoyens. Par rapport à toutes ces approches, survient notre question de recherche formulée en ces termes. Comment la législation haïtienne encadre-t-elle la lutte contre la corruption dans le système administratif et quelle est l'efficacité de l'action de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans ce combat? De cette question principale découlent trois questions spécifiques, à savoir, quelles sont les mesures juridiques prévues par la législation haïtienne pour sanctionner la corruption administrative? Quels sont les obstacles à la mise en œuvre des lois anticorruption en Haïti? Quel rôle jouent les acteurs clés, gouvernement, société civile, organisations internationales dans la lutte contre la corruption administrative? Par rapport à la question de recherche, l'hypothèse est ainsi formulée. Malgré un cadre législatif existant, l'efficacité de la lutte contre la corruption administrative en Haïti est limitée par des lacunes normatives et des défis institutionnels rendant l'action de la Cour supérieure des comptes perfectible. Monsieur le membre du jury, de façon générale, cette étude vise à analyser l'efficacité de la législation haïtienne dans la lutte contre la corruption au sein du système administratif. Spécifiquement, elle envisage à identifier les lois et règlements haïtiens en vigueur pour lutter contre la corruption administrative, évaluer les mécanismes de mise en œuvre de ces lois et leur impact sur la réduction de la corruption, et étudier les facteurs institutionnels, sociaux et économiques qui favorisent ou freinent la lutte contre la corruption en Haïti. Et en dernier lieu, proposer des recommandations pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la corruption. Honorables membres du jury,
Le mot corruption se définit généralement comme un moyen que l'on emploie pour gagner quelqu'un et le déterminer à agir contre son devoir et dans un sens contraire à ce qui est licite. Selon Klitgard, en 1988, elle désigne de manière alternative mais non nécessairement exclusive une faute morale, un mécanisme de pouvoir occulte et un délit protéiforme. Selon les études de Andy Kumana, en 2014, la corruption diminue le taux de croissance des pays. Il s'appuyait sur les réflexions de Mtraoui, concluant que les principaux exemples représentant l'affectation de la croissance économique par la corruption sont la mauvaise utilisation et la sous-utilisation des parties importantes de la société. Tandy et Daoudi, en 2000, ont estimé que la corruption favorise les investissements improductifs puisqu'elle a erroné la composition des dépenses publiques en les déviant à l'acquisition de matériel qui diminue la productivité des investissements publics, surtout à l'abaissement de la qualité des infrastructures et des services publics, l'accroissement du coût des biens et services, ce qui conduit à une détérioration de la qualité de tout service et de toute production sous contrôle de l'État. Honorable membre du jury, la législation haïtienne sur la corruption est régie par plusieurs instruments juridiques nationaux et internationaux visant à prévenir et à réprimer les actes de corruption, parmi lesquels on peut citer, sur le plan national, la Constitution haïtienne de 1987, la loi portant sur la prévention et la répression de la corruption, parue dans le Moniteur du 9 mai 2014 au numéro 87, le Code pénal haïtien en ses articles 137 et suivants. D'autres lois et décrets ont été aussi adoptés pour lutter contre la corruption. Sur le plan international, la Convention interaméricaine contre la corruption qu'Haïti a ratifiée le 14 avril 2004, la Convention des États-Unis contre la corruption le 14 septembre 2009. Mesdames, Messieurs, pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons fait une récession des écrits sur le sujet, consulté les sites Internet spécialisés en la matière, rendu visite à des institutions travaillant dans le domaine telle la Cour supérieure des comptes et échanger via Internet et téléphone avec des personnalités travaillant sur la question. Nous avons ensuite réalisé une étude de terrain pour laquelle une méthode mixte a été adoptée, c'est-à-dire la combinaison des méthodes qualitatives et quantitatives avec une dominance de la première. Pour cette étude, un échantillon de 30 personnes a été constitué et la stratégie d'échantillonnage utilisée est une approche probabiliste. Par ailleurs, un choix de 10 personnes de manière non probabiliste est fait pour répondre aux exigences de la méthode qualitative. Dans le cadre de ce travail, les outils utilisés, questionnaire d'enquête et grille d'entrevue, Google Forms. Pour analyser les données, nous avons procédé de deux façons. D'une part, la partie quantitative et d'autre part, la partie qualitative. Les données quantitatives sont surtout analysées à partir de l'Excel. Les données qualitatives, quant à elles, sont recueillies à la suite de la transcription faite intégralement des propos des personnes interrogées. Les informations recueillies sont mises sous forme de texte appelé verbatim. Elles représentent les données brutes de l'enquête. Ensuite, une analyse conceptuelle par catégorie de verbatim est faite manuellement. Pour les résultats, nous vous présentons deux des tableaux les plus pertinents. Le premier tableau porte sur l'efficacité des lois. D'après les enquêtés, ils ont tous déclaré que les lois sur la corruption en Haïti ne sont pas toutes efficaces. Vous pouvez regarder dans le slide les différents tableaux. Et le deuxième tableau, d'après les données du deuxième tableau, toutes les 30 personnes enquêtées sont d'accord que tous les facteurs évoqués empêchent la lutte contre la corruption en Haïti. Messieurs les membres du jury, pour les résultats qualitatifs à rappeler pour cette méthode, 10 personnes ont été interviewées. Les principaux défis rencontrés par la Cour supérieure des comptes dans l'application de la législation haïtienne en matière de lutte contre la corruption administrative, dans les réponses des enquêtés, ils soulèvent le manque criant de ressources, qu'elles soient financières, humaines ou technologiques. Ce déficit de moyens limite considérablement la capacité de la Cour à remplir pleinement sa mission. Facteurs socioculturels, politiques qui favorisent la persistance de la corruption administrative en Haïti. La persistance de la corruption administrative en Haïti est un phénomène complexe, enraciné par un entrelacement de facteurs socioculturels et politiques, comme en témoignent les perceptions des participants à cette étude. L'analyse des données révèle une confluence de problèmes systémiques et de comportements individuels qui créent un terreau fertile pour l'enrichissement illicite et le détournement des ressources publiques. Dans ce travail, nous avons tenté de mettre en relief l'importance de la corruption en Haïti et nous avons constaté que la corruption représente un problème majeur en Haïti et ses impacts sont considérables. Par ailleurs, les données recueillies
nous montre que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en Haïti se heurte à de multiples obstacles dans sa mission de lutte contre la corruption administrative. Par exemple, les répondants soulignent de manière convergente un manque criant de moyens, tant financiers et qu'humains, avec un personnel souvent jugé insuffisant et peu qualifié, ainsi qu'une carence en technologie moderne. En effet, nous avons donné certaines perspectives et recommandations pour renforcer la lutte, garantir l'accès à l'information, apporter des changements dans la législation ce concernant, moderniser les institutions et renforcer les organes de contrôle, mettre à la disposition de la Cour supérieure des comptes plus de techniciens et techniciennes pour des analyses spécifiques sur des dossiers, encourager la déclaration de patrimoine, engager des poursuites judiciaires contre les contrevenants. Donc, c'est là que se termine ma présentation. Merci à vous toutes et à vous tous de votre écoute. Merci. Merci, Marie-Hélène. Alors, je vais immédiatement, pour ne pas perdre de temps, parce que nous avons perdu quelques minutes sur la séquence précédente, je donne la parole immédiatement au rapporteur qui est le docteur Wisnik Panier. Bon, encore une fois, je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole, chers membres du jury, chers collègues de l'IUS, chers participants, et merci vraiment de votre présence à cette soutenance. Donc, je voudrais tout d'abord adresser mes félicitations à Madame Philippot Scott et pour la présentation, la brillante présentation de son travail. Et je crois que vous avez choisi un sujet qui est à la fois sensible, mais aussi un sujet d'actualité, la question de la lutte contre la corruption administrative, avec un accent particulier sur le rôle de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, c'est un thème qui, à mon avis, est à la croisée du droit, de l'institutionnel et du politique aussi, il ne faut pas l'ignorer, et qui touche directement la question de la gouvernance publique en Haïti. Donc, tout d'abord, je dois dire que votre travail, et tout comme celui qui vient d'être présenté par Nozil, s'inscrit dans une actualité vraiment brûlante et qui répond à une problématique majeure, si on peut le dire, du droit public contemporain en Haïti. Alors, je voudrais peut-être faire quelques remarques tant sur le fond que sur la forme, et éventuellement certaines recommandations. Alors, et pour commencer par le commencement, si on peut le dire, et votre résumé, que en fait on lit souvent en premier, bien s'ouvre par une phrase, je trouve, qui est descriptive du contexte. Donc, c'est vrai que ça permet de situer le sujet, mais je pense que ça alourdit un peu l'entrée, parce que la façon de commencer, parce que comme il est souligné aussi même dans le canevas, un résumé doit être concis, précis et informatif. Autrement dit, dès la première ligne, le lecteur doit être en mesure d'identifier certains éléments comme le sujet, de quoi parle le sujet. Regardez la façon de débuter. Je pense que vous auriez dû commencer d'une autre manière, comme la méthodologie, qu'on devrait retrouver ces éléments dans le résumé aussi, quelques éléments du résultat et en quelque sorte. Donc, en ce qui... Alors je dis ça, c'est parce que une telle ouverture devrait vous permettre d'aller droit au but, et ce qui pourrait permettre au lecteur, à une seule phrase, de comprendre immédiatement la nature du travail sans aller chercher trop loin, mais sans continuer à lire pour connaître sur quoi est-ce que vous avez travaillé. Et en ce qui concerne l'introduction et la problématique, bon, en fait, comme vous le savez, l'introduction au travail, c'est comme une porte d'entrée importante, une porte d'entrée décisive dans un travail de recherche, et concrètement qui doit capter l'attention dès la première ligne, mais aussi doit mettre en lumière l'objet précis de l'étude. Et donc, il est toujours important d'éviter au début de l'introduction les généralités. Vous voyez, comme des formules du genre depuis que le monde est monde, depuis la nuit des temps. Je pense que c'est des formules des fois qu'il faut éviter. Dès la première phrase, on doit voir de quoi et sur quoi porte le travail. Bon, mis à part cette remarque, peut-être que je pense que vous exposez très bien la problématique centrale, comment évaluer l'efficacité des institutions haïtiennes, en particulier la Cour supérieure des comptes, dans la lutte contre la corruption. Bon, vous avez défini une période que vous justifiez ce choix
par la récurrence des scandales de corruption. Bon, on en a connu beaucoup en Haïti. Dans l'actualité, il y a beaucoup de scandales. On pourrait citer de très nombreux scandales. Mais aussi, vous expliquez ce choix aussi par la perte de confiance des citoyens envers l'État et par les difficultés persistantes de nos organes de contrôle en Haïti. Je pense que ce sont des préoccupations qui rejoignent un peu les préoccupations exprimées par nos élus. Et votre hypothèse, je pense que c'est très clair, parce que malgré effectivement un cadre légal existant et la pluralité des institutions compétentes que vous avez pris le temps de décrire dans votre travail, la Cour supérieure des comptes peine à remplir pleinement son rôle. Et donc, mis à part la remarque du début, je considère que cette introduction constitue une très bonne entrée en matière. Elle situe le sujet, si on peut le dire, elle démontre sa pertinence et annonce aussi les grandes étapes, c'est très important, les grandes étapes de votre réflexion qu'on retrouve à la fin de l'introduction. Je peux dire ce qu'on appelle une annonce de plan. Et ça, c'est très important, ça permet de comprendre ou bien de savoir à quoi s'attendre dans le contenu du travail. C'est très important, ça permet de suivre la démarche. Et toutefois, je dois souligner que la formulation de la problématique est parfois un peu trop développée et devient un peu redondante, si on peut le dire. Donc, une phrase très forte qui synthétise ou bien qui précise la problématique aurait suffi pour résumer en quelques mots le cœur de votre interrogation. Ça aurait été bien. En fait, pour avancer en ce qui concerne le cadre théorique et conceptuel et théorique, qu'on peut retrouver à partir de la page 7, chapitre 1, page 7, si je ne me trompe pas. Et vous proposez un effort de définition de la corruption, qui est très bien. Vous mobilisez des définitions classiques comme celle de Kidja, mais aussi des définitions qui sont issues de Transparency International et certains auteurs haïtiens aussi. Donc, c'est une démarche qui est vraiment très importante parce que ça démontre en quelque sorte que vous avez cherché à confronter les différentes approches théoriques, ce qui est très bien dans un travail académique. Et vous distinguez également plusieurs formes de corruption administrative, politique et judiciaire. Et donc, je pense que c'est une typologie qui clarifie très bien les contours de votre objet d'étude. Mais cependant, j'ai aussi remarqué que cette revue, ou bien cette recension des écrits, ou bien cette revue de littérature est un peu trop descriptive. Donc, vous présentez les auteurs, certes, mais vous ne les mettez pas trop souvent ou bien rarement en dialogue entre eux. Je pense que quand j'ai réalisé mon mémoire de master aussi, c'est une reproche qui m'a été faite, le fait de ne pas faire dialoguer les auteurs entre eux. Donc, ça aurait pu renforcer votre cadre théorique, en quelque sorte. Donc, de montrer davantage en quoi votre travail se distingue des autres travaux dans ce domaine ou en quoi cela apporte quelque chose de nouveau en quelque sorte. Donc, je pense que ça, c'est très important de faire dialoguer un peu les auteurs en quelque sorte. Alors, dans le chapitre 2 qui se situe entre les pages 23 et 37 du travail, et c'est un chapitre qui est consacré aux dispositifs existants en Haïti, aux instruments juridiques. Et donc, dans ce chapitre, vous décrivez les textes de loi, les structures de contrôle, les institutions spécialisées. Vous présentez notamment le rôle de certaines institutions comme la Cour supérieure des comptes, et de l'ULCC, le CREF, etc., etc. Et bon, c'est un chapitre, je peux dire, qui est très utile dans votre travail parce que ça dresse un état des lieux complet. Et on peut ressentir dans cette présentation un effort si on peut le dire, de systématisation et aussi une certaine maîtrise des textes juridiques. Donc, vous avez réussi à montrer que sur le papier, le pays dispose de plusieurs organismes compétents. Mais dans la réalité des faits, donc, ce n'est pas forcément le cas. Et toutefois, peut-être comme critique, c'est un chapitre qui souffre
d'un léger ou d'un certain déséquilibre, si on peut le dire, parce qu'il y a certaines institutions qui sont présentées de manière très détaillée, alors que d'autres ne sont évoquées rapidement. Par exemple, la présentation de la Cour supérieure des comptes est très solide, mais l'UCREF est décrite de manière beaucoup plus succincte. Il y a une sorte de déséquilibre et parfois avec certaines imprécisions également. Donc, ce sont des détails, mais je pense que dans un travail académique, la précision est aussi essentielle. Et pour revenir aux aspects méthodologiques, bon, je ne vais pas vous m'attarder trop puisque vous aurez mes commentaires écrits. Le chapitre 3, et page 38, 39, 38 jusqu'à 49 ou 50, je crois. Et donc, vous exposez votre démarche méthodologique. Donc, vous avez choisi une approche mixte combinant un questionnaire quantitatif adressé à 30 répondants, et comme vous venez de l'expliquer, et 10 entretiens qualitatifs et approfondis. Donc, vous décrivez correctement les institutions utilisées, pardon, les instruments utilisés, à savoir questionnaire structuré, entretien semi-directif, calendrier de collecte des données, et à la fin du mois de juillet. Donc, c'est très bien. Donc, c'est un point fort vraiment de votre travail, parce que la méthodologie, dans le cadre de tel travail, c'est très important parce que vous devez être en mesure de démontrer une certaine maîtrise des outils méthodologiques, et c'est surtout ce qu'on attend en beaucoup plus dans le travail comme le vôtre. Et vous montrez que vous avez pris le temps d'aller sur le terrain, je pense que ce qui est très bien, et vous n'êtes pas contenté seulement de rechercher purement les documents, mais vous avez recherché à confronter vos hypothèses aux perceptions, aux expériences des acteurs, ce qui est aussi très pertinent. Et peut-être certaines précisions, je pense qui manquent à votre approche méthodologique, à mon avis. Par exemple, comment, j'aurais peut-être que c'est une question, et c'est une première question, comment avez-vous sélectionné vos 30 participants? Est-ce que c'était une sorte de tirage aléatoire? Sur quelle base de données, si oui? Ou bien concernant vos entretiens, quel profil avez-vous ciblé et pourquoi? En fait, je ne crois pas avoir identifié ces éléments dans votre cadre méthodologique. Et si vous pourriez après apporter certaines précisions sur la manière dont vous avez procédé pour sélectionner vos 30 répondants, et puis concernant vos entretiens, sur le profil que vous avez ciblé et pourquoi. Je pense que ces détails auraient permis d'évaluer beaucoup plus précisément la fiabilité de vos résultats. Donc, ça, c'est peut-être une première remarque, une première question. Et autre point, c'est par rapport aux résultats. Je vais essayer d'être bref, et surtout dans le chapitre 4, qui commence à la page 50 jusqu'à la page, je crois, 63. Vous présentez vos résultats. Donc, j'ai particulièrement apprécié la clarté des tableaux. Le tableau de la page 45, mais aussi 46, et par exemple, qui donne une vision qualitative du nombre de dossiers traités par la Cour supérieure des comptes. Donc, ça apporte vraiment certains éléments beaucoup plus concrets dans ce type de travail. Et vous exposez également les résultats des entretiens qui mettent en évidence un constat partagé, c'est que la Cour supérieure des comptes joue un rôle réel, mais reste limitée par des contraintes politiques, des contraintes budgétaires et institutionnelles. Donc, on peut toutefois souligner que dans votre analyse, vous restez trop souvent dans la description. Vous dites ce que les répondants pensent, mais vous n'expliquez pas toujours pourquoi ils le pensent, ni comment cela s'inscrit dans un cadre théorique plus large. Donc, il faut toujours analyser vos résultats, vos données, en tenant compte du cadre théorique. Ça, c'est très important. Une analyse beaucoup plus explicative aurait pu renforcer la dimension scientifique de votre travail. Donc, pour conclure, c'est que j'apprécie aussi votre conclusion générale, et qui, à mon avis, est très bien structurée, parce que vous rappelez en quelque sorte les principaux résultats, puis vous formulez des recommandations pratiques qu'on n'est pas obligé de reprendre. Non, je pense que ce sont des propositions qui sont pertinentes, qui sont intéressantes. Et en revanche, vous évoquez très peu
les limites de votre recherche. Et on connaît tous les problèmes, les difficultés qu'un chercheur puisse rencontrer dans le cadre d'une recherche en Haïti, mais vous évoquez très peu les limites de votre recherche. On reconnaît, en fait, reconnaître ces limites est aussi une qualité scientifique. Par exemple, la taille réduite de l'échantillon, la courte période de collecte des données, ou encore les difficultés d'accès à certaines informations officielles. On connaît l'accès à certaines informations en Haïti, surtout dans le cadre d'un sujet aussi sensible qui est la corruption administrative. Donc, vous avez quand même pu faire face à certaines limites, à certains problèmes. Donc, voilà en quelque sorte. Je pense que si brièvement je peux dire quelques mots sur le plan de la présentation globale, votre mémoire est globalement conforme, je pense, au canevas qui a été proposé par l'IUS. Et bon, je révèle quelques petits détails au niveau de la bibliographie que c'est pas la peine de les mentionner, vous allez les recevoir par écrit. Et peut-être certaines recommandations pour le dépôt final serait de formuler votre problématique de façon beaucoup plus concise et plus percutante et d'aller un peu plus loin dans la confrontation critique des auteurs. Ça, comme je vous dis, c'est vraiment de mettre en discussion les auteurs que vous mentionnez dans la recension des écrits et de préciser davantage votre méthodologie. Je vous ai déjà fait les remarques, et de renforcer aussi l'analyse explicative de vos résultats et puis uniformiser vos références et bibliographies. Je pense que c'est un problème commun et il y a plusieurs étudiants qui ont, c'est pas aussi facile. Des fois, la gestion des références bibliographiques, c'est un travail aussi très important. Donc, voilà, je pense que je vous ai déjà posé une question. Peut-être une autre question, c'est quelles sont selon vous les principales limites de la Cour supérieure des comptes dans la lutte contre la corruption et comment les surmonter, puisque vous avez mis beaucoup d'accent sur cette institution, même si les autres aussi sont très peu prises en considération. Donc, quelles sont selon vous les principales limites de cette institution dans la lutte contre la corruption et comment les surmonter? Donc, peut-être que je pourrais revenir sur après. Bon, pour conclure peut-être, je pense que votre mémoire, c'est un travail très sérieux, qui est très bien construit et qui respecte les grandes lignes du canevas institutionnel et proposé par l'IUS et qui démontre aussi vos compétences dans l'analyse des données, votre capacité de traiter un sujet, comme je vous l'ai dit, qui est très sensible et avec autant de rigueur et dans très peu de temps et aussi. Donc, si je fais des critiques, c'est tout simplement pour vous aider à renforcer vos futurs travaux. Et je tiens encore à vous féliciter pour votre travail et pour la qualité de votre travail. Je pense que je vais m'arrêter ici et je remets la parole au président du jury et pour la poursuite de la présentation. Je vous remercie. Fred, vous êtes là? Bon, il paraît que le micro du président du jury n'est pas allumé. Collègue Célimène, est-ce que vous êtes là? Bon, à ce qu'il paraît, non. Bon, peut-être en attendant l'arrivée du président du jury, peut-être que Mme Philippot pourrait apporter certaines précisions par rapport
et à la sélection des 30 répondants. Ah, ok, Fred est là. Monsieur le Président, vous avez la parole. Votre micro n'est pas allumé. Fred, active ton micro. Votre micro, Monsieur le Président, n'est pas activé. Oui. Ah, Oui. ok, c'est correct. Voilà. Tout d'abord, je vais remercier le rapporteur pour son rapport très détaillé, comprenant 2 questions auxquelles l'étudiant devra répondre tout à l'heure. Mais sans plus tarder, puisqu'on a pris un peu de retard, je demanderai au directeur de mémoire, M. Bakandel Ismaël, de prendre la parole. Merci Fred, le président, et merci Dr Wisnik. D'abord, tous mes remerciements et mes félicitations vont à Madame Philippot pour son travail. Et laissez-moi vous dire que lorsque j'ai choisi d'encadrer son travail, c'est premièrement parce que j'ai trouvé que c'était un sujet d'actualité et également très sensible. Parce que, comme vous le savez, actuellement, la corruption, c'est quelque chose qui est très, très courant. Et même au niveau, plus haut niveau, comme vous le savez, même au niveau du CPT. Donc, c'est répétitif. Donc, c'est quelque chose vraiment qui m'a attiré. Et je voulais surtout voir comment elle allait détailler toute la thématique et voir ce qui allait être la conclusion. Et je peux dire que je suis satisfait. Je suis satisfait parce que avec tous les détails, que ce soit dans l'introduction ou dans le corps même du sujet, elle a fait un travail remarquable en dehors de toutes les difficultés qu'on connaît, que tous les Haïtiens y font face. Donc, je vous félicite, Madame Philippot. Et comme, étant donné que le rapporteur, Dr Wisnik, a tout dit, et il a vraiment pris le temps de bien noter toutes les pages, toutes les parties, et que ce soit les parties les plus fortes et les plus faibles, avec toutes les imperfections possibles. Donc, il a tout fait remarquer. Et moi, de mon côté, je dirais que j'apprécie particulièrement l'utilisation du questionnaire, qui a permis à des participants de répondre à certaines questions. Et je sais, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un sujet facile, c'est très sensible. Donc répondre, même si c'est de manière anonyme, ce sont des gens qui sont quand même courageux et qui ont accepté de participer à cette enquête. Et pour ma part, puisque j'ai déjà tout lu, j'ai déjà apprécié, et je pense que mes questions seraient plutôt dans la recommandation de Madame Philippot. Elle a souligné quatre grands titres, qui sont garantie de l'accès à l'information, changement dans la législation, déclaration de patrimoine et poursuite judiciaire. Donc, ces 4 points qui sont dans la recommandation, la question que je voulais poser, c'est surtout quel changement qu'on pourrait apporter vraiment dans la législation haïtienne quand on sait que toutes les lois sont là, tous les appareils de justice sont en marche, mais le résultat reste toujours très maigre. Et de ce fait, sans même parler de la poursuite judiciaire, parce que ce soit avec les recommandations de l'ULCC, que ce soit avec l'UCREF, tout ça, donc on voit que
ça vient du plus haut niveau et aucune poursuite n'est envisageable quand on connaît vraiment le fonctionnement même de l'administration publique. Alors, pour ma part, et pour l'instant, je pense que le travail a été très bien fait dans le sens, en dépit de toutes les difficultés, je reprends, elle a quand même continué et jusqu'à la soutenance d'aujourd'hui. Dans nos différents échanges, elle m'avait fait part de ses difficultés, que ce soit au niveau de la connexion Internet, que ce soit pour trouver les réponses, et sans parler de la bibliographie. Donc, je sais surtout qu'en Haïti, on a un très grand problème de référence bibliographique parce que l'accès à des bibliothèques ou encore à des livres importants ou qui traitent de ce sujet n'est pas toujours facile. Mais encore une fois, je félicite madame et je donne la parole au président et pour la poursuite de cette présentation. Merci. Monsieur le directeur de mémoire. J'ai été pris au pied levé, mais j'ai suivi un peu, je me suis appuyé sur le rapport du docteur Westlick et j'ai cru comprendre que l'enquête a porté sur 30 personnes, et en plus 30 répondants, et en plus ce qui a été fait avec le peu d'individus, c'est une enquête, une analyse descriptive, hein, un traitement descriptif. Toi, quand on fait ce genre de travail, la statistique descriptive ne permet pas de dépasser, est insuffisante, on va dire ça comme ça. C'est suffisant, tu prends une balle de rugby, par exemple, tu mets la pointe devant toi, tu vois ce qui se passe dans la pointe et autour, mais tu ne vois pas ce qui se passe derrière la balle de rugby. Tu ne vois pas. Si tu la mets devant toi, tu ne vois pas ce qui se passe derrière. Donc, avec la statistique descriptive, oui, tu vois ce qui se passe devant. Hein, mais ce qui se passe derrière, la statistique descriptive ne suffit pas pour faire ça. Hein? Tu peux prendre des analyses qualitatives, hein? Mais tu peux prendre aussi des analyses quantitatives, un peu plus sophistiquées que l'analyse descriptive, que le traitement descriptif des données. Et je crois que le rapporteur a fait une remarque là-dessus qui est pertinente. Hein? Ça ne permet pas de tirer un résultat probant. Hein? Il faut aller au-delà de ce. Et c'est très bien qu'on ait les données, parce que l'une des choses les plus ingrates quand on fait du travail de ce genre, c'est avoir des données. Surtout dans un pays où les données ne courent pas les rues. Hein, on est un pays où il est difficile d'avoir des données. Mais quand on parvient à obtenir des données, eh bien, il faut les choyer. C'est de l'or que l'on a, quoi. Et quand on a de l'or, on ne fait pas n'importe quel bijou avec. Hein, on ne va pas mettre ça autour du talon du pied, quoi. Tu vois, on va essayer de faire un beau bijou avec l'or. Alors c'est ça, quand on a la chance d'avoir 30, 50, 200 répondants, et quand on a cette chance, dans un pays où il est difficile d'avoir des données, je crois qu'il faut utiliser les données de façon optimale pour sortir le maximum de jus. Tu vois, quand tu presses ton citron, tu presses au maximum pour sortir le maximum de jus de ton citron. Mais les données, quand tu fais de l'analyse descriptive, tu ne sors pratiquement rien. Tu sors les pépins du citron, mais tu ne presses pas le citron. Tu vois? Alors donc, tu en es encore loin pour sortir tout ce que ces données-là peuvent te donner peuvent t'expliquer. Le pouvoir explicatif, même si c'est 30, mais le pouvoir explicatif, il est peut-être intéressant, très riche, mais pas avec de l'analyse descriptive. D'accord? Donc, comme nous ne sommes pas en avance, je te permets de répondre, Marie-Hélène,
à toutes les remarques et aux questions qu'on vient de te poser. Merci, honorable membre du jury. Docteur Panier, merci pour les recommandations. Merci. Donc, bonne note est prise. Heureusement, je dois remanier le document, mon document, et le remettre. Merci à mon infatigable docteur Ismaël. Donc, vraiment un infatigable. Puisqu'on a un décalage d'horaire, donc ça nous met vraiment, ça me mettait vraiment en difficulté, mais vraiment, il n'avait pas de problème. Et quand il est 6 heures pour moi en Haïti, donc pour lui, il est déjà minuit, il va être 1 heure du matin, donc il se tient toujours à me répondre si j'ai des difficultés. Donc, merci beaucoup. Concernant les questions, comment que j'avais procédé, comment on avait procédé pour le choix des enquêtés. Donc, normalement, il y avait 30 personnes à enquêter, mais on avait 2 séries de questions, une série de questions quantitatives et des questions qualitatives. Pour les questions quantitatives, donc 30 personnes, c'est des personnes choisies aléatoirement, c'est des fonctionnaires de l'État, des personnes qui travaillent dans la Cour supérieure des comptes, des professionnels. Et 10 personnes, ces 10 personnes, ces personnes-là sont triées sur le volet. C'est des personnes ciblées, c'est des personnes, c'est vraiment des fonctionnaires de la Cour des comptes, c'est des hauts fonctionnaires de la, j'ai bien dit des hauts fonctionnaires de la Cour supérieure des comptes. Donc, ces 10 personnes-là, et ces personnes-là ont répondu au questionnaire et avec les questions qualitatives. Donc, c'est là pour l'autre question concernant bon, quelles sont les limites de la Cour supérieure des comptes? J'ai bien dit ça dans mon travail. Donc, les limites, il y a les problèmes politiques, les problèmes sociaux et d'autres problèmes encore, problèmes sécuritaires, problèmes culturels aussi. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a vraiment une lenteur au niveau de cette institution pour la mise en branle des dossiers, par exemple les arrêts de débat, donc jusqu'à présent. Donc, si vous allez dans le document, selon les enquêtés, alors des enquêtés ciblés, donc ils ont répondu que c'est pas, et ils n'ont pas de nom vraiment. Il y a une question où on leur a demandé de donner la quantité de dossiers entendus, dossiers classés, dossiers en recours. Donc, et pour certains, pour beaucoup d'entre eux, donc la réponse est non. Ils ne peuvent pas donner la quantité de dossiers en cours, dossiers traités, dossiers classés, tout et tout. Donc, c'est à cause de tous ces problèmes-là qu'il y a vraiment des lacunes au niveau. Je crois Merci, Président. Merci beaucoup. C'est que la prochaine version sera parfaite. Ah, parfaite. C'est prétentieuse, Marionnette. Rien n'est parfait. Donc, est-ce que le rapporteur ou le directeur de mémoire, est-ce qu'ils ont une remarque à formuler? Et puis, sur ta réponse, Marionnette, sur ma remarque ne portait pas sur la qualité des réponses, sur la fiabilité des données. Hein, ce n'est pas sur la fiabilité. C'est faire rendre aux données le maximum d'informations. Et ça, la question est là. Et non pas sur la qualité des données que tu as en elles-mêmes. Les données en elles-mêmes sont sans doute fiables, sont sans doute robustes. Elles sont soit pas suffisantes ou soit pas traitées avec les méthodes ou les modèles suffisants. Tu vois? En tout cas, le modèle descriptif ne suffit pas pour rendre compte des informations que contiennent ces données. D'accord? C'est ça l'idée qu'il faut retenir. Docteur Wisnik ou docteur Ismaël, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Docteur Wisnik d'abord. Bon, en fait, j'aurais envie de demander beaucoup plus de précisions encore sur
je vais laisser tomber, mais la réponse n'est pas totalement satisfaisante. Reprends ta question. On a un problème. Ta connexion, reprends. Non, je dis que la réponse par rapport à l'échantillon de 30 questionnaires et aux 10 entretiens, et en ce qui concerne la sélection des répondants, bon, je trouve que ce n'est pas suffisante comme réponse. Et en ce qui concerne les critères de choix, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il a évoqué, comme je l'ai dit, très peu de limites dans le cadre de travail. Donc, s'il pourrait revenir un peu sur les limites pour la santé, ça aurait été très bien. Et peut-être une dernière question, si vous devriez prolonger ce travail, ce mémoire, ou bien en une thèse de doctorat à l'avenir, on ne sait jamais, parce que sur quel axe appuyez-vous cet approfondissement et pourquoi? Est-ce qu'il y a un point que vous auriez envie d'approfondir dans vos travaux futurs? Parce que le plus qu'on n'a pas en travail, on ouvre des portes. Il y a des pistes qui mériteraient d'être approfondies. Si vous devriez approfondir, je dirais, un point dans le cadre du doctorat, est-ce que ton micro est fermé, Marie-Hélène. Ton micro est fermé. Est-ce que tu as pu entendre parfaitement l'intervention du docteur Wesley? Non, je n'ai pas bien entendu. Ça passe très mal de son côté, je suppose. Oui, de ton côté, ça passait mal, Wesley, de ton côté. Essaie de regarder ce qui se passe. Non, ce que j'avais déjà évoqué tout à l'heure, c'est qu'il a évoqué très peu de limites. Et dans le cadre de ce travail de recherche, dans la conclusion particulièrement, bon, avec quelques reculs, quelles sont selon vous les principales limites à votre étude et si vous devriez prolonger votre travail à une thèse de doctorat, par exemple, est-ce qu'il y a un aspect particulier que vous aimeriez approfondir dans vos travaux futurs? Est-ce que... Docteur Panier? Oui. La question, c'est toujours dans les limites de la Cour des comptes? Bon, je parle en général. En général. Mais en fait, l'autre question, c'est est-ce qu'il y a un angle, ou du moins un axe particulier de votre travail de mémoire que vous aimeriez approfondir à l'avenir dans le cadre de travail de recherche plus poussé, une thèse de doctorat, par exemple? Donc, pour moi, c'est ouvert. Oh oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, pour moi, c'est de s'asseoir sur les limites de la Cour des comptes. Et parce qu'on a évoqué les limites, c'est manque de ressources humaines, ressources financières, manque de matériel. Donc, c'est d'aller plus loin, de voir comment que la Cour des comptes, parce que si c'est ces limites, si ce sont ces limites seulement qui manquent, qui fait que la Cour des comptes ne donne pas vraiment de résultats, entre parenthèses, donc c'est de regarder vraiment comment... Excusez-moi, je parle particulièrement dans le cas, je parle des limites de votre travail en quelque sorte, ce que vous n'avez pas pu faire, par exemple, ce que vous n'arrivez pas à faire dans votre travail à cause des limites, c'est particulièrement dans ce sens-là, dans ce contexte-là. Est-ce que tu vois un aspect qui mériterait d'être développé encore plus si tu devais prolonger ton action de recherche? Pour prolonger, mais c'est sur ce sujet-là. Oui, mais est-ce que sur un sujet sur mon étude? Ouais. Oui, bien sûr. Bon, oui, je disais,
c'est de regarder, de persister au niveau des institutions, au plus haut niveau, pour voir comment doter à la Cour des comptes ces manquements. Donc, à partir de ça, donc après 2 ans, après 3 ans, donc c'est sûr que un autre étudiant ne pourra pas venir avec mon sujet, avec un sujet pareil, pour parler, pour plaider en faveur de la Cour des comptes, pour avoir des résultats sur les dossiers entendus, les dossiers traités, parce que la Cour des comptes, c'est une instance de contrôle et d'audit. Et on fait des audits régulièrement, surtout alors pour les institutions centrales et les collectivités territoriales, mais quand même, il faut que ça donne des résultats. Donc, vraiment, pour en finir avec cette question de corruption administrative. Docteur Wisnik, tu es satisfait de la réponse? Bon, oui, en partie, oui. Peut-être que je voulais juste revenir sur les tableaux présentés. Parce que c'est vrai qu'il y a des chiffres très intéressants qu'on présente dans les tableaux. Juste pour par curiosité, comment avez-vous, en fait, comment avez-vous pu procéder pour avoir accès à ces données? Elle n'entend pas. Docteur Panier, comment que j'ai accès à ces données? Oui. Non, mais j'ai bien dit dans mon exposé, donc j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches au niveau des institutions. J'ai contacté des personnes cibles qui travaillent au niveau de la Cour des comptes et dans d'autres institutions. Donc, ce sont ces recherches-là qui ont donné ces résultats. Et puis, il y a des tableaux aussi, par exemple, sur la méconnaissance des lois, des tableaux sur l'efficacité des lois. Donc, il y a les 2 premiers tableaux que j'ai présentés comme, alors, 2 des 6 tableaux. Donc, dans ces tableaux-là, vous allez voir que les 30 personnes interrogées, donc, ignorent et disent que, en général, l'efficacité des lois, l'inefficacité des lois, ça rend la Cour des comptes impuissante au niveau de ces résultats. Et pour le deuxième tableau, les défis majeurs socioculturels et politiques, donc ils ont tous répondu que ces défis-là, ces problèmes-là entravent le processus de la lutte contre la corruption. D'accord. OK. Bon, eh bien. Jean Candel, tu avais des remarques à faire? Oui, merci pour la parole. Alors, il y a Madame Philippot a dit tout à l'heure qu'elle compte rendre un travail parfait. Bon, je sais que c'est très difficile. Dans un travail académique, oui, on peut toujours aller ou viser la perfection. Mais la perfection à 100%, je ne crois pas, parce qu'il va toujours avoir des remarques ou encore des points de vue qui vont vous faire douter. Ben, ça, je vous le dis. Alors, en fait, il y a une question que je voulais poser, même pendant que je dirigeais le travail. C'est pour quelle raison? Est-ce que vous avez une raison particulière que vous avez sélectionné seulement 30 participants pour l'enquête? Pourquoi pas plus, pourquoi pas moins? Vas-y, Marielle. Donc, ce choix était je ne voulais pas mon résultat. On t'entend mal. On t'entend pas. Mon micro est...
Ça va? Voilà, ça va. Ça va. OK. Oui, alors le nombre, les 30 personnes interrogées, donc c'est parce que je ne voulais pas prendre beaucoup pour ne pas déranger les résultats. Donc c'est pourquoi que j'ai utilisé cette quantité-là, les 30 personnes, et encore à vous rappeler que de ces 30 personnes, 10 personnes sont des personnes clés, des fonctionnaires de la Cour supérieure des comptes. Et les autres qui ont eu il y a un retour. Les autres personnes qui ont répondu au formulaire, donc c'est des personnes, on a envoyé, c'est aux personnes, des employés, des fonctionnaires de l'État. Par exemple, je veux citer des directeurs d'école, des directeurs d'école, des personnes travaillant dans la fonction publique et centrale et dans la fonction publique territoriale. Donc, encore, c'est des personnes, ce n'est pas des personnes ciblées vraiment, mais c'est des personnes choisies aléatoirement, comme je viens de dire, mais c'est des personnes vraiment qui peuvent répondre aux questions posées, qui peuvent vraiment répondre à la fiche d'enquête. Donc, c'est pourquoi que j'ai utilisé ce nombre. Pour moi, bon, je pense pour certains, c'est petit, mais pour moi, c'est vraiment un échantillon qualifié. Qualifié, mais pas suffisant. La qualification, parce que dans la notion de données, il y a très bien la qualité, mais il y a aussi la quantité. Oui? Les deux sont liés, suivant ce qu'on fait, bien sûr. Bon, en fait, c'est un vaste débat en matière de données. Hein. On peut en parler pendant toute une journée. Donc voilà, personnellement, moi je vais féliciter pour tes efforts, hein, pour le travail fourni. Bien sûr, ton directeur t'a dit qu'il est à ta disposition pour que tu prennes en compte un certain nombre de remarques qui ont été faites. Je te félicite pour tout ça. Nous terminons juste à l'heure. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, rapidement, parce que je dois rendre l'antenne, comme on dit. Oui, est-ce que tu as un dernier mot à dire, Marie-Hélène? Mon dernier mot, c'est encore de vous remercier. Donc, les mots me manquent pour vous dire merci. Et merci. Donc, puis ce travail continue à vous inspirer dans cette lutte contre la corruption, à nous inspirer dans cette lutte contre la corruption. Encore merci à IUS, merci à Dr. Macendale. Merci au président du jury, merci aux membres du jury, merci à tout le monde, merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Hélène. Bon courage, bonne continuation et à bientôt. Macendale, tu as levé la main. Tu veux dire quelque chose? Je dois donner la main. Vas-y. Non, oui, allô? Oui. Non, je tiens à remercier le jury et Marie-Hélène aussi, Madame Philippot. Et donc, oui, bonne continuation. Et j'espère que le travail final sera un travail assez conséquent et apprécié par tous. Voilà. Merci. Merci, Dr. Wisnik, pour ta collaboration générale, globale avec l'US. Docteur Providence, je crois que c'est toi qui prends la prochaine présidence. Donc, je te passe la main volontiers. Dr. Wisnik et Dr. Ismaël, merci et au revoir. Merci beaucoup.